Bon, je sais pas quoi dire, mais ce Roland, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est absolument dingue. On a des matchs de dingue. J'ai l'impression que le Roland a vraiment commencé à partir du match de Tsonga, et depuis on a que des matchs de fou. On a eu Tsonga contre Casper Ruud, on a eu Musetti contre Tsitsipas, on a eu Gilou contre Carreño Busta, et là aujourd'hui on a encore eu des matchs de dingue avec un Carlos Alcaraz qui résiste de bout en bout, qui sauve, enfin plutôt Ramos Vinolas qui rate une balle de match contre du coup Carlos Alcaraz. On a Zverev qui résiste, qui revient de manche à 0 et qui bat en sauvant une balle de match Sébastien Baez. On a des matchs de dingue. On a la fin malheureusement de Ricci, on a la fin de Corentin Moutet. Mais bon, c'était a priori un petit peu logique entre guillemets. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du jour 4 de Roland Garros. Ça y est, début des deuxièmes tours. On rentre dans le lourd, on rentre dans le moment où on se dit quels Français peuvent accéder au troisième tour. On verra qu'il y a une Française qui a réussi son pari d'aller au troisième tour. Et voilà, on en parlera tout à l'heure. Et on va commencer avec deux matchs masculins qui ont été absolument dingues. Où il y a eu il s'est passé la même chose. Il y a eu les deux, il y a eu une balle de match sauvée par le joueur qui a remporté le match. Et on va commencer par Alcaraz Survivor qui a sauvé une balle de match face à Ramos Vinolas, son compatriote, son vieux compatriote, je crois qu'il a 37 ans. Lui il en a 19, donc ça pourrait être son père quasiment, Ramos Vinolas. Voilà, ça pourrait être son père, donc un match compliqué, même sur le papier, parce que Ramos Vinolas, c'est un joueur qui va ramener la balle, qui va faire jouer. Donc si t'es pas, dans une bonne condition physique, que tu sens pas bien la balle ce jour-ci, c'est compliqué, et c'est ce qui s'est passé pour Alcaraz. Alors premier set, il déroule, il est largement au-dessus. Et puis petit à petit, on sent que Ramos Vinolas commence à tisser sa toile d'araignée, à faire rentrer Carlos Alcaraz dans sa filière longue comme il a envie, voilà, avec ses ronds, avec ses longs coups droits liftés. On sent qu'il est en train de rentrer petit à petit dans la tête de Carlos Alcaraz. Il fait un deuxième set très solide, qui remporte 9-7 au tie-break. Et à ce moment-là, on sent que le match bascule et même que Ramos Vinolas prend le dessus sur Alcaraz qui a raté en revers. Mais c'est un nombre incalculable de fois. Donc forcément, sur le coup droit de Ramos Vinolas, c'était assez inquiétant de le voir autant rater. Alors on peut être positif et se dire qu'il y a toujours des matchs sans, ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo quand j'ai dit qui est le favori pour Roland Garros, et j'avais dit Alcaraz, je ne sais pas comment il va gérer ces jours où il aura un jour sans. Il y a toujours souvent un jour où tu n'es pas bien, sur 15 jours c'est pas possible que tu sois bien les 15 jours, ou alors c'est très rare, mais souvent tu as un jour où tu es un petit peu moins bien. Ça arrive aussi à Federer, à Nadal, à Djokovic, et ces jours-là ils sont toujours sortis. Pour Alcaraz, on l'a vu, là c'était un jour moyen, un jour même carrément sans. Après, il faut dire bravo à Ramos Vinolas qui l'a empêché de jouer. Dans le troisième set, qui break d'entrer dans le troisième. Derrière, Alcaraz qui se bat, qui arrive à revenir. Mais Ramos Vinolas qui rebreak et remporte le 7-7-5. Ensuite, Alcaraz mène direct 2-0 dans la troisième manche. Et on se dit, ça y est, il a trouvé la solution, il a trouvé la clé. Il va réussir à s'envoler dans le quatrième et gagner après dérouler dans le cinquième. Pas du tout. Pas du tout. Ramos Vinolas qui revient de partout. Après, on a des jeux plutôt à sens unique et puis le jeu à 4 partout où Ramos Vinolas va breaker Carlos Alcaraz et servir pour le match. Et je dis bien servir pour le match face à peut-être l'outsider plus pour moi qui était favori derrière Novak Djokovic. Pour moi, Alcaraz, je vais le placer favori derrière Novak Djokovic. Et Ramos Vinolas servait pour le match face à Carlos Alcaraz et s'est même procuré une balle de match, Il fait un service extérieur bien placé, le service extérieur de gaucher évidemment, toujours bien placé, avant d'avoir un coup droit plutôt neutre, qui est attaquable, qui est pas difficile, qui est moyen, quoi. Alors, tu peux pas planter une grosse mine et la mettre en ligne, tu peux pas tenter un coup d'attaque direct, mais tu peux placer une bonne balle à Ramos Vinolas. Et tu sens que son bras, il pèse 10 tonnes 5 et il fait un vieux coup droit qui finit milieu du filet. Et là, tu sens quand même que la pression était là. Alcaraz qui débreak, qui revient, qui mène 6-5. D'ailleurs, Ramos Vinolas à 6-5, on dit il va peut-être s'écrouler. Il y a des balles de 7 pour Alcaraz. Et non, il résiste, il revient. Par contre, le tie-break Alcaraz qui a déroulé, très solide sur ce tie-break là. Il a été moins solide sur le premier tie-break du match, mais sur le deuxième tie-break du match, très solide, au-dessus de Ramos Vinolas. Et là, on se dit à ce moment-là, c'est bon. Voilà, il a gagné le quatrième, il a sauvé une balle de match, il a fait le plus dur. Ramos Vinolas, petit à petit, va quand même lâcher. Il a 37 ans lui aussi. Bon, lui, il n'est jamais mort, Ramos Vinolas. C'est un zombie, il meurt jamais.
Mais on se dit à un moment, Ramos Vinolas, il va faire son âge, il va quand même faire son âge, il va quand même arrêter de courir partout. Et ben non, parce que c'est lui qui mène 3-0 dans le 5e set, pardon. Alcaraz revient après à 3 partout, et puis on a ce jeu à 4 partout de dingue, où sur la balle de break, Alcaraz va faire un coup de mammouth, où il fait un grand écart, tu sais pas comment, pour aller chercher un lob. Derrière, le smash Ramos Vinolas c'est un petit peu timide. Et derrière, passing de revers d'Alcaraz. Et puis volley raté de Ramos Vinolas qui en jette sa raquette de dépit. Hein. Il est dépité Ramos Vinolas face à Alcaraz. Et puis Alcaraz, le dernier jeu très très solide, un costaud, un jeu blanc, costaud dans la tête, largement au-dessus dans le dernier jeu par rapport à Ramos Vinolas. Il y a eu des inquiétudes sur ce match, il y a eu des inquiétudes. 4h35. Ça peut puiser, il a 19 ans, mais ça peut puiser sur la longue au final, sur 15 jours, ça peut puiser par rapport peut-être à un Djokovic, à un Rafael Nadal. Ça peut piquer, on va dire, pour Alcaraz, notamment mentalement, plus que physiquement, parce que physiquement, voilà, il a 19 ans, donc c'est vraiment, ça devrait aller. Mais mentalement, il a quand même puisé pour battre Ramos Vinolas. En plus, c'est un compatriote, donc c'est pas facile. Hein. Les matchs entre compatriotes, c'est jamais simple. Hein, donc on se rend pas compte, hein, mais Ramos Vinolas, c'est peut-être un de ses idoles de jeunesse. Hein, donc on se rend pas trop compte un petit peu de l'influx mental qu'il a mis sur ce match. Et ça me fait un petit peu peur pour la suite du tournoi, surtout qu'il a un 3e tour pas simple du tout face à Korda. Korda qui en plus est le seul à l'avoir battu sur terre battue cette année. Nadal ne l'a pas fait, Djokovic ne l'a pas fait, Tsitsipas ne l'a pas fait, mais Korda l'a fait. Korda l'a battu sur terre battue et c'est le seul à l'avoir fait à Monte Carlo dans des conditions venteuses, mais des conditions qui peuvent revenir. Il peut y avoir du vent potentiellement vendredi du coup à Roland Garros, ou même on peut avoir un Korda qui joue bien, même si je vois quand même Alcaraz passer sur ce match. Mais c'est pas un match simple. Korda qui a été très très solide face à Ricci. Voilà, Richard Gasquet entreverra maintenant en consultant sur France TV. Il va essayer de rehausser le niveau parce qu'à part Mouratoglou, ici il y a Michael Gerenias qui est quand même pas mal aussi, mais disons le reste, oh là là, le niveau sur France TV est quand même pas terrible. Heureusement qu'il y a Mouratoglou pour lever le niveau. Quand on voit les consultants sur Prime Video et ceux sur France TV, il y a quand même ça d'écart. Il y a Fabrice Santoro, Arnaud Clément. Puis il y en a où il y a Michael Yodra et Marie Pierce, quoi. Donc c'est différent. On va parler de Zverev qui nous a refait une Zverev, hein, une fois n'est pas coutume, en grand chelem. De toute façon, un match où Zverev n'est pas mené 2-0 et derrière il gagne, ce n'est pas un match d'Alexander Zverev face à un très bon Sébastien Baez qui est pas évident à jouer. Il va falloir suivre dans le futur parce que lui c'est un petit jeune qui est très bon sur terre, qui cavale partout, vraiment. Peut-être un futur Schwartzmann, on ne sait jamais, hein, pourquoi pas. Bon, il est un peu plus grand que Schwartzmann. Schwartzmann est quand même très petit aussi, donc ça va. Mais Zverev qui a fait une Zverev, qui a été mené 2 manches à rien. Notamment, il a été pendant 1 manche et demie ridicule, où il est mené 6-2, 4-0. Il est loin de tout. Derrière, il vient quand même dans le 2e set et il perd 6-4. Après, il déroule. 3e, 4e, 6-1, 6-2, il n'y a même pas de match. Ça déroule. On se dit, c'est bon, le 3e va faire pareil, il va faire la même. Voilà, il va gagner 1, 2, 3, et puis voilà. On rentre chez soi, Baez. Pas du tout Baez qui reprend un petit peu un second souffle, qui mène 4-2, break, service à suivre dans le 5e set. Malheureusement pour lui, Zverev débreak direct après, revient 4 partout, à 5-4 pour Alexander Zverev, pardon, non, pour Baez, à 5-4 pour Baez justement. Il se procure une balle de break à 30-40 sur le service d'Alexander Zverev, une balle de break qui se anime aussi du coup de balle de match. Et Zverev fait un service sur le coup droit de Baez, et coup droit encore une fois, un petit peu comme Ramos Vinolas. Un petit peu, on a senti la tension, et au lieu de remettre le retour sur le court, il l'a remis dans le couloir. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir Zverev sur un rallye, comment il aurait géré cette balle de match. Malheureusement, on n'a pas pu voir ça, il a fait un service gagnant. Derrière, il break, un petit peu la classique, hein, quand tu sauves une balle de break, souvent le jeu d'après, tu as une occasion de breaker l'adversaire. Zverev l'a fait, et il s'impose d'ailleurs facilement dans le dernier jeu face à Baez. C'est dommage pour Baez, mais on voit encore ce qui le sépare d'un gars qui est top 10. On voit encore ce qui lui manque un petit peu, c'est seulement son 2e grand chelem, en carrière, son premier Roland Garros. Alors que Zverev a déjà une expérience quand même dingue en grand chelem. Il a dû au moins faire plus d'une vingtaine de grands chelems, je dirais Zverev. Donc il a une expérience quand même assez folle en grand chelem. Par rapport à Baez, évidemment, hein, je parle d'essence par rapport à Baez. Donc voilà, il s'en sort en sauvant une balle de match. On peut avoir du coup potentiellement en quart de finale toujours un Alcaraz contre un Zverev. Les deux sont des miraculés, ça y est, c'est des miraculés. Ils ont sauvé une balle de match et ils continuent l'aventure. C'était très chaud, on n'est pas passé loin quand même. Quand même, je vous dis, hein, on n'est pas passé loin d'avoir un Baez Nakashima au 3e tour,
un Korda Ramos-Vinolas au troisième tour. Et donc du coup on aurait eu soit Baez, soit Nakashima, soit Isner, soit Zapata Miralles, soit Cameron Norrie, soit Kachanov, soit Korda ou soit Ramos-Vinolas en demi-finale. Heureusement, j'ai envie de dire que Zverev et Alcaraz ont réussi à gagner ce match, mais mentalement ça montre de très belles choses. Zverev, voilà, qui réussit encore à venir de manche à rien. Et puis Alcaraz qui montre voilà, tout le bien qu'on pense de lui et que même quand on pense que c'est fini pour lui, qu'il n'est pas dedans, qu'il n'y arrivera pas, et ben il arrive, il revient. Donc chapeau Yamin parce que c'est vraiment beau. Et on va parler de Paris qui nous donne rendez-vous. Paris face à Sloane Stephens au troisième tour. Très gros match Diane Paris hein, qui a voilà 6-3, 6-3. Elle a déroulé son tennis. Sans pression, vraiment un très bon Diane Paris sur ce match face à Osorio qui est quand même une sérieuse cliente sur terre battue. Voilà, 6-3, premier set, elle déroule tranquillement. Deuxième set, elle est menée, elle est breakée, elle est menée 3-1, 3-1. Et derrière, elle déroule les 5 jeux suivants. Paris très solide et Paris qui, du coup, grâce à Paris, comment dire, la France fait déjà mieux qu'à Roland Garros 2021, puisqu'à Roland Garros 2021, on n'avait placé ni une Française, ni un Français au troisième tour. Et là, on a Diane Paris qui est au troisième tour et qui joue Sloane Stephens. Alors, Sloane Stephens, c'est une joueuse qui peut jouer le match de sa vie comme donner le match. Donc, on ne sait pas trop. Elle a fait une finale à Roland Garros en 2018. Elle a gagné l'US Open en 2017. Il faut le rappeler tout de même. Mais depuis un certain temps, c'est hyper irrégulier. C'est comme ça. Donc là, on espère que face à Diane Paris, il sera plutôt là et que Diane Paris fasse un grand match. Parce que honnêtement, il y a la place. Il y a la place, mine de rien, pour Diane Paris de faire quelque chose de grand. De toute façon, quand elle a battu la tête de série numéro 2, tu peux prétendre à aller loin. Là, voilà, elle a confirmé son exploit de battre Krejcikova. Krejcikova qui a d'ailleurs été testée positive au coronavirus. Voilà, elle confirme. Maintenant, il faut encore confirmer. Il faut aller chercher Stephen. Ça va pas être facile, évidemment, parce que c'est un gros match. Peut-être sur le central, parce que je sais pas combien de Français et de Françaises il restera. Mais si jamais il reste que Paris, elle sera forcément, j'imagine, sur le central. Ça me paraît logique. Donc, voilà, moi, je crois en Diane Paris. Je crois vraiment en Diane Paris. Et j'espère que face à Stephen, ça va nous faire un grand match. Donc le programme de la journée qui est aussi sympa, mine de rien, très sympa, le central, franchement moi j'aimerais bien aller sur le central aujourd'hui, parce qu'on a dû gérer contre Medvedev, un match qui peut être sympa à voir. J'espère quand même voir Daniil gagner ce match, continuer pour monter en puissance sur ce Roland Garros. Madison Keys face à Garcia, sans faire de jeu de mots, on espère que Garcia va trouver les clés face à Madison et lui faire danser le Madison, c'est tout ce qu'on espère. Gilou face à Steve Johnson, comme j'ai dit, hein, même si je joue Steve Johnson, j'ai très peur de l'état physique dans lequel va être Gilles Simon, parce qu'il ne peut pas reproduire ce qu'il a fait face à Carreño Busta. Pour moi, c'est impossible qu'il reproduise le même match que face à Carreño Busta. J'espère quand même que physiquement, il va avoir du jus, peut-être pour aller 1h30, 2 heures, pour pourquoi pas gagner en 3-7, mais il ne pourra pas gagner en 5-7, ça me paraît impossible de pouvoir gagner en 5-7. Après, la chance qu'il a, c'est jouer Steve Johnson, qui n'a pas l'expérience des grands cours, qui n'a pas de grosses perfs en carrière, qui peut peut-être s'écrouler face au public. Il a cette chance-là de jouer Steve Johnson, on ne va pas le nier. Steve Johnson sur terre battue, il n'a jamais fait de grand chose, donc c'est plus, voilà, c'est mieux de jouer Steve Johnson au deuxième tour que jouer Rafael Nadal comme Coco Moutet, quoi. Et puis on a un match de night, un premier match féminin entre Alizé Cornet, notre française numéro 1 française, face à Jelena Ostapenko, vainqueur de Roland Garros en 2017. Mais l'époque a changé pour Jelena Ostapenko, qui est quand même tête de série 13. Hein. Elle est quand même là, Ostapenko, alors même si elle est moins flamboyante que sur ce Roland Garros 2017, elle reste quand même une joueuse très solide du top 20, donc ça va pas être simple pour Cornet, mais pourquoi pas. On y croit pour Alizé. Sur le cours Suzanne Lenglen, ça pue le match piège, je pense, pour Paola Badoza, même si je suis pour elle pour ce Roland Garros 2021 et 2022, pardon. Maintenant que Raducanu a perdu, mais ça pue le match piège face à Juvan, parce que déjà, toutes les têtes de série en haut sont tombées, quasiment, à part Swiatek et elle, du coup, il n'y a plus de tête de série, puisqu'on a Kontaveit qui a perdu, Sakkari qui a perdu aussi, donc on a toutes ces têtes de série là qui sont tombées, Krejcikova évidemment qui est tombée, donc on peut craindre un petit peu, on peut avoir peur pour Paola Badoza, et moi j'ai très peur pour Badoza qu'elle rentre sur le court avec pression en fait. Si elle a la pression sur ce match face à Juvan, ça va être très chaud. Ensuite, on aura Pedro Cachin face à Hugo Gaston. On espère la folie encore sur le court. Entre un Argentin et un Français, ça va être la folie. Pour un Français, c'est Gaston en plus. Ça va être la folie. Match piège aussi hein, pour Gaston. Il faut faire attention. C'est pas de mineur, ok. Mais c'est quand même un très gros client, Cachin. Donc, faut pas, même si c'est un lucky loser, faut pas partir gagnant parce que c'est pas un match simple. Swiatek ensuite face à Risk. Voilà, ce serait risqué de dire que Swiatek va perdre ce match. Et puis Collard face à Tsitsipas.
Voilà, Tsitsipas pour moi qui va gagner aussi facilement. Sur Simone Mathieu, Jean-Jean face à Pliskova. La perf, elle peut être là. Elle peut être là pour Jean-Jean parce que franchement, Pliskova, si tu arrives à la bouger, ça peut le faire. Pliskova, il faut réussir à la bouger. Mais quand tu réussis à la bouger, souvent tu gagnes. Ensuite, Tiafoe Goffin, il n'y a pas de français, mais on a un belge. Ça peut être un match très sympa aussi à suivre. Simona Alep, la préférée de Mouratoglou, j'allais dire. Non, la joueuse de Mouratoglou maintenant, face à Zeng. Elle a fait un match en 3-7 au premier tour, attention quand même. Et puis Rublev Delbonis, on n'est pas aussi à l'abri d'un match piège. Delbonis qui a défoncé Manarino. Manarino sur terre évidemment et Delbonis sur terre, il y a quand même un monde d'écart. Mais ouais, un match sur piège parce que Rublev il a eu du mal face à Kwon au premier tour. Kwon qui n'est pas un joueur de terre, donc pourquoi pas le match piège, pourquoi pas. En tout cas, on se retrouve dès demain pour ce Roland Garros que je trouve, franchement, je suis vraiment hypé sur ce Roland Garros. Il me fait des émotions de fou. On a vraiment des matchs de dingue et j'espère encore que sur ces matchs-là on aura des matchs de dingue. Je vous dis salut à tous, profitez bien, portez-vous bien.